Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle édition des Cafés littéraires en ligne, une première pour la Chambre de commerce britannique et une première peut-être au Maroc. Nous avons pensé créer un nouveau concept, un rendez-vous culturel cette fois-ci, pour sortir un petit peu des sentiers battus. En fait, ce café littéraire estival est aussi l'occasion de nous inviter chez vous afin de partager un moment unique, un moment exaltant d'échange et de partage. Donc, pendant la période de confinement que nous avons tous vécu tant bien que mal, nous avions fait appel à des écrivains, des essayistes, des romanciers, dramaturges, historiens, philosophes, théologiens, scientifiques, qui ont tous répondu favorablement à notre appel. Euh, alors, ce soir, un grand merci à eux. Ce café littéraire, c'est aussi pour les mettre à l'honneur et surtout, s'ils l'ont oublié, durant cette période de distanciation, leur rappeler tout leur support qu'ils nous ont prodigué grâce à leurs écrits et à toute l'admiration que nous leur portons. Ce soir, c'est Rachid Benzine qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Rachid Benzine n'est plus du tout à présenter, enseignant, islamologue, chercheur, associé au Fonds Ricoeur. Rachid tente de penser dans ses travaux un islam à la hauteur de notre temps. Auteur d'un livre de référence, Les nouveaux penseurs de l'islam aux éditions Albin Michel. Il a publié récemment Le Coran expliqué aux jeunes aux éditions du Seuil, que je vous recommande très fortement, et un dialogue touchant et sans tabou avec Delphine Orviller, Des mille et une façons d'être juif ou musulman. Qu'est-ce qui fait, une petite question, qu'est-ce qui fait qu'un livre, si petit par le nombre de pages et si modeste par le sujet abordé, un hommage plutôt à la mer, résonne et bouleverse jusqu'à tendre vers quelque chose de terriblement universel? Eh bien, c'est tout simplement le nouveau roman de Rachid Benzine intitulé Ainsi parlait ma mère. Je saisis donc cette occasion pour exprimer mes plus vifs remerciements à Rachid Benzine d'avoir accepté notre invitation et sans aucune hésitation, malgré un calendrier fort chargé. Merci beaucoup, c'est Rachid. Vraiment, c'est un honneur pour nous et un plaisir. Merci Donc, beaucoup. ce, donc, ce roman relate en fait l'histoire d'un homme d'une cinquantaine d'années qui vit tout seul avec sa mère en Belgique, une mère marocaine, illettrée, et il lui lit toujours le même livre qu'elle affectionne particulièrement, qui est Peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Ce qui est fascinant dans ce roman, c'est quand l'amour des mots outrepasse l'iniquité des classes sociales. Incroyable dans toutes ses nuances et ses ambivalences, l'émotion, l'illettrisme et l'intellect. C'est incroyable qu'il ne fasse plus qu'un, spontanément, sans rime ni raison. Dès l'ouverture, le ton choisi par l'auteur séduit à la fois par sa pudeur et sa justesse. Tout comme Peau de chagrin, la magie de l'amour filial oscille entre misère et splendeur, désir et longévité. Ce parallélisme exacerbé par cette peau magique de la figure maternelle qui représente la force vitale et se racornit à chaque satisfaction de désir avant de se retrouver misérable et décrépit. L'expression peau de chagrin est entrée dans le langage commun pour désigner tout ce qui se réduit invinciblement à l'usage, tout comme cette cassette écoutée inlassablement, cette figure maternelle qui perd sa force vitale, le tout dans un réalisme à la fois fantastique et édifiant. Le génie de Rachid Benzine réside dans le fait d'aborder plutôt un sujet délicat que la fiction ne raconte guère ou mal, avec une façon touchante et avec une vision entre pudeur et justesse. Cette justesse qui, par ailleurs, dissimule beaucoup de similitudes, c'est Rachid, entre la vie de l'auteur et celle du narrateur. Peut-on entrevoir une biographie cachée? Donc,
Je ne vous en dirai pas plus. Je cède la parole à notre ami Benoît Landry, qui nous accompagnera tout au long de la découverte de ce magnifique roman et le grand soin d'animer ce café littéraire que je sais déjà par ailleurs fascinant et captivant. Donc à toi la Merci. parole, Landry. Merci, Dame Bénice. Bonsoir, Rachid Benzine. Bonsoir. Voilà, c'est cet ouvrage, petit ouvrage de 90 pages qui se lit très très facilement et qui nous plonge vraiment dans un témoignage d'une relation entre un fils et sa maman. Un petit ouvrage poignant, franchement, qui bouleverse et qu'on va aujourd'hui aborder avec vous, Rachid Benzine. D'abord, moi, je me suis posé une question à la lecture de cet ouvrage, c'est quel a été l'élément déclencheur de l'écriture de ce roman? Est-ce que finalement c'est votre mère? Ou est-ce qu'il y avait ce besoin de témoigner finalement de cette relation qu'on peut avoir et qui est peut-être aujourd'hui souvent ignorée dans nos sociétés modernes? Alors, je dirais que cet ouvrage est né d'abord d'un désir et d'un constat. Le premier constat, c'est effectivement de voir les parents de la première génération vieillir. Et en même temps, d'aborder la question de la fragilité et de la vulnérabilité de cette première génération. Et la vulnérabilité, ce sont, je dirais, des capacités qui sont empêchées. Et je crois que on n'a pas suffisamment raconté cette première génération, notamment à travers la vieillesse, et comment parfois on devient les parents de ses propres parents. Donc Et c'est je cette crois, génération immigrée hein, qui est partie en France, en Europe notamment. oui, En oui, 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 absolument, et qui a aujourd'hui, qui a pratiquement entre 75 ans et 90 ans, et qui est en train de vieillir dans les pays d'accueil. Donc, du coup, comment parler de cette fragilité, de cette vulnérabilité, et comment faire ce lien entre toujours un travail qui me préoccupe, entre la notion du récit et la notion de la reconnaissance, c'est-à-dire comment être reconnaissant. Et la reconnaissance, c'est pas simplement reconnaître quelqu'un, je dirais, un visage que je vois et que je pourrais revoir dans quelques années, mais la reconnaissance a à voir avec l'idée de la gratitude. Cela a à voir avec l'idée que nous avons une dette de sens vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés. Et être reconnaissant, c'est de la gratitude, mais c'est en même temps porter le lieu vers la question de la justice et en même temps la question de la justesse. Et je voulais justement témoigner de cette fin de vie. Et en témoignant de cette fin de vie, cela nous permet d'avoir un retour réflexif sur soi, sur le parcours, je dirais, de l'immigration, et en même temps de découvrir des êtres que l'on pensait connaître. Qu'est-ce qui était le déclic véritablement? Comment vous vous êtes dit, je vais écrire ce livre? Ben, le déclic, c'est quand j'ai vu mes parents vieillir. Donc, du coup, comment rendre, je dirais, accéder à ce témoignage-là. C'était un Pardon? projet que vous habitez depuis longtemps? Non, Ou c'est, c'est nouveau récemment? en tout cas, c'est un projet qui m'habite, c'est-à-dire, moi, dans tout le travail que j'essaye de faire depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire, nous avons affaire à des êtres qui sont invisibilisés dans l'histoire. Moi, j'habite à Trappes pendant très longtemps dans un quartier où les travailleurs étaient invisibilisés, les jeunes des quartiers étaient invisibilisés. Or, ces gens ont construit la société française. Ils ont des choses à dire et ils sont invisibilisés par rapport à un regard qui serait quelque part, je dirais, dominant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ces invisibilisés, comment on peut prendre la parole pour que leur histoire ou que leur témoignage fasse partie de la mémoire française, fasse partie, je dirais, de l'histoire française avec ce récit et la nécessité de raconter ce récit. Sinon, vous avez aujourd'hui un certain nombre de jeunes qui n'ont pas accès à cette mémoire, qui n'ont pas accès à cette histoire. Et donc, on a une identité qui se construit souvent par des fantasmes assez importants. Et je crois qu'on n'a pas suffisamment raconté cette première génération. Puis quand vous avez des enfants, donc une nouvelle génération, bah, automatiquement, se pose la question de la transmission. Et donc, ça vous renvoie vous-même à votre propre enfance et à vos propres parents, et vous essayez de comprendre les trajectoires des individus et la manière dont ils ont vécu, puis se rendre compte que votre mère n'est pas que mère, que c'est aussi une femme, qu'elle a été aussi enfant, jeune, et qu'elle a aussi des rêves, et que sa notion du bonheur n'est peut-être pas la vôtre. Et donc, du coup, faire ce retour vers le passé
on a l'occasion je dirais, de revisiter sa propre existence. Modestement, est-ce que c'est une petite pierre que vous lancez à un édifice d'une histoire de France qui est finalement invisible? Absolument. Moi, en tout cas, ma bataille en ce moment, elle est vraiment sur cette idée d'une politique de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des individus qui ne se sentent pas reconnus, s'ils ne sentent pas que dans l'histoire que la société française se raconte, ils ne se reconnaissent pas, ils ne s'identifient pas, ben, il n'y aura pas de sentiment d'appartenance et il n'y aura pas de sentiment de participation. C'est la même chose, je dirais, au Maroc et ailleurs. Alors au Maroc, on a le concept de hogra, d'humiliation. C'est le fait de ne pas reconnaître les individus, c'est le fait de ne pas reconnaître que les individus ont des droits, mais surtout qu'ils ont des capacités, qu'ils savent faire des choses et qu'ils peuvent montrer des choses. Et c'est la même chose vis-à-vis d'un gamin. C'est-à-dire que si un gamin n'est pas reconnu par ses parents, il cherchera automatiquement cette reconnaissance ailleurs. Et d'où l'importance, je dirais, de mettre en commun nos récits. C'est-à-dire que faute de créer un roman national, faute de créer un récit commun, nous devons être capables de mettre en commun nos récits pour nous déplacer les uns et les autres et être capables d'écouter le narratif des uns et des autres. Sinon, il y a ce que Paul Ricoeur disait dans Mémoire, Histoire et Oubli. Il commence comme ça, il observe, il dit un trop-plein de mémoire d'un côté et trop d'oubli de l'autre. Et ce qu'il cherche à mettre en place, c'est une juste mémoire. Alors, dans ce livre, le narrateur, et vous l'avez dit, découvre finalement qu'il connaît peu sa maman. Elle garde ses souffrances, elle garde ses cicatrices pour elle. Dans une société comme la nôtre, est-ce que finalement, on connaît peu nos mamans? Comment vous l'expliquez? Comment vous arrivez à décrire ce fait aujourd'hui, qui est que on ne prépare peut-être forcément souvent attention à celle qui nous a donné la vie? Mais je crois que, et vous le dites bien, c'est un sentiment universel, les enfants ne connaissent pas leurs parents. Les parents connaissent leurs enfants parce qu'ils les ont enfantés, ils les ont vus grandir, ils ont réussi à ce qu'ils s'émancipent. Mais les parents, en général, les enfants connaissent très très peu leurs parents parce que, tout d'abord, quand ils sont enfants et jeunes, bah, ils ont autre chose à faire que de revenir sur cette histoire. Et c'est vers la fin, c'est-à-dire au moment de la fragilité, de la vieillesse, que se posent finalement ces questions. Et il s'agit, me semble-t-il, quand l'occasion est donnée, de pouvoir interroger ses propres parents, mais de les interroger sur leurs rêves, sur leur parcours, sur ce qu'ils ont aimé. Et je crois que cela ne peut que nous aider à grandir et apaiser. Et j'ai l'impression que lorsque il y a le récit est là, lorsque l'on raconte, il y a quelque chose qui s'apaise. C'est-à-dire que le récit est quelque part donne cette capacité de ne pas passer à la violence. Si vous avez les contes de Mille et une nuits, Sherazade, sa grande capacité à raconter fait qu'elle repousse constamment l'idée de la mort. On va rentrer dans le vif du livre, mais juste avant, c'est votre premier roman, Rachid Benzine. Qu'est-ce qui était plus compliqué pour vous dans l'écriture de ce premier roman? Ce qui est très difficile, c'est c'est de suspendre complètement l'analyse historique, sociologique, parce que je viens de là, je dirais des sciences humaines. Et donc, pour moi, toute cette question, je ne voulais pas que ça soit un livre à thèse. Et donc, il fallait commencer par ce récit, cette narration de ce narrateur qui se raconte et qui soit capable de donner cette émotion. C'est-à-dire que pour moi, la littérature, c'est ce que j'appelle une rhétorique du sensible au service du sens. C'est-à-dire que pour moi, il s'agit absolument de se saisir de problématiques comme j'avais fait déjà avec Lettre à Nour. Il s'agit de saisir des problématiques sociales et politiques et en même temps de les intégrer comme ça, comme dans un espèce d'entonnoir, de laisser se distiller chez un individu à travers cette idée de l'intime. Et par cette idée de l'intime, on rejoint le politique, on rejoint l'imaginaire, on rejoint la fiction. Et je crois que la fiction a cette capacité de donner à voir le réel autrement. La fiction a cette capacité de parler à l'imagination des lecteurs et c'est dans l'imagination que se configurent ou se reconfigurent des mondes possibles, en tout cas d'autres manières de sentir et d'habiter le monde. Ainsi parlait ma mère, c'est donc le portrait d'une maman immigrée, une maman analphabète qui est très cultivée finalement, parce qu'elle demande
la lecture de La peau de chagrin de Honoré de Balzac, et puis elle écoute chaque samedi de la variété française. La littérature et la musique pensent les blessures dans votre livre. On a l'impression, Rachid Benzine, est-ce que la culture serait selon vous la réponse à toutes ces questions, à tous ces mots? Ben, comme vous le dites tout à l'heure, c'est une maman qui est analphabète et pendant très longtemps, notamment en France, la culture orale a été disqualifiée. C'est-à-dire que historiquement, lorsque les gens commencent à maîtriser l'écriture, j'ai eu l'occasion de le voir vis-à-vis de leurs parents, ils pensent qu'ils ont un savoir parce qu'ils ont accès à l'écriture. Et on a oublié que ces parents étaient porteurs d'une richesse assez incroyable, d'une richesse multiséculaire et d'une tradition orale où la poésie était là, les proverbes étaient là. Moi, j'ai une maman qui est capable d'apprendre je dirais, beaucoup de phrases et qui est capable de vous répéter 15 ans plus tard, à la virgule près, ce que vous aviez dit. Et donc, les mamans ont développé une mémoire, je dirais, assez incroyable. Et c'est tout d'abord, c'est pour dire, ben voilà, ces femmes sont porteuses d'une richesse qui n'a pas été suffisamment, je dirais, mise en avant. Elles n'ont pas été reconnues véritablement dans cette richesse-là. Et en même temps, là, il y a la place de la littérature et de la chanson, et notamment la chanson populaire, qui permettent de construire un imaginaire commun. Et aujourd'hui, lorsque vous allez dans un mariage en France, que vous soyez riche ou pauvre, si vous entendez Alexandrie, Alexandra de Claude François, ben, vous partagez un imaginaire commun. Et je crois que c'est ça une société. Une société, c'est sa capacité à créer un imaginaire commun, parce que l'imaginaire, c'est ce qui vous permet d'avoir une grammaire, d'avoir un langage où vous partagez des éléments. Seule la culture peut vous donner cela. C'est pour ça que la culture est un élément fondamental, c'est ce qui permet de relier les êtres humains, mais la culture, c'est aussi tout ce que les hommes ont déposé à travers l'histoire. Je dirais des expériences humaines, de sentir le monde. Moi, je travaille beaucoup sur les textes religieux qui sont aussi des textes issus de traditions multiséculaires. Et on voit bien que dans les textes sont contenues des expériences humaines assez incroyables, avec parfois toujours les mêmes questions, mais des réponses qui sont complètement différentes en fonction de la culture et en fonction du temps de l'histoire. Alors, il y a une scène dans ce livre, un récit dans ce livre, c'est celui de ce moment, hein, ce moment de regret de l'enfant qui a honte de sa maman immigrée, qui se rend à l'école pour parler de ses professeurs. C'est encore un fait parlant aujourd'hui. Comment dépasser ça selon vous? Ben, lorsque vous êtes gamin et que vos parents ne maîtrisent pas la langue et que vous êtes convoqué euh, et que votre mère essaie de dire quelques mots en français, ben, automatiquement elle est complètement disqualifiée. Et donc la question c'est comment s'intégrer lorsque vous avez le sentiment que vos parents qui vous ont mis au monde sont déjà disqualifiés. Et le narrateur a honte de l'accent de sa mère. Et quand il est à son chevet, il dit qu'il a honte d'avoir eu honte. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve chez beaucoup de gens, notamment chez des gens qui sont issus du milieu de la campagne ou de la paysannerie, où on a vu des parents issus du milieu paysan faire un travail assez incroyable pour que leurs enfants puissent avoir une meilleure situation qu'eux, qu'ils puissent s'émanciper, qu'ils puissent avoir un travail. Et plus tard, les enfants, je dirais, les, les rejettent en leur disant mais tu n'es qu'un paysan. Et donc il y a quelque chose de l'ordre d'une violence symbolique, d'une violence langagière qui disqualifie, je dirais, parfois toute une génération. Ainsi parlait ma mère. Et le parallélisme avec la peau de chagrin de Honoré de Balzac est assez troublant. Cette peau finalement magique de la figure maternelle qui représente la force vitale, elle se racornit à chaque satisfaction de désir avant de se retrouver misérable, décrépit avec le temps qui passe. L'expression peau de chagrin, c'est vrai qu'elle est rentrée, elle est dans le langage commun aujourd'hui pour désigner tout ce qui se réduit finalement à l'usage. Dans votre roman, cette œuvre de Balzac, la mère l'écoute justement inlassablement à travers des cassettes qui finissent par s'user. Est-ce que ce parallélisme, justement, on a l'impression qu'il est également une mise en œuvre, une mise en abîme pardon, de l'œuvre de Balzac. Est-ce que ce parallélisme, c'est un hommage caché pour l'auteur?
Absolument, c'est un hommage caché à Peau de Balzac et à Peau de Chagrin, et à travers cette expression de cette peau qui se réduit au fur et à mesure que l'existence ou que les désirs sont accomplis. Et pour moi, et cet hommage, il est assez important, et cette femme aime ce texte-là. Je dirais que le narrateur ne sait pas pourquoi cette mère analphabète adore qu'on lui lise chaque jour des extraits de ce texte, et gare à lui s'il saute quelques extraits, parce qu'elle le connaît tellement par cœur qu'elle lui rappelle les éléments qu'il a oubliés. Il lui a lu plus de 220 fois. Et ce qui est très intéressant dans Peau de Chagrin, c'est qu'au départ, nous avons un narrateur qui est au départ a pour, je dirais, objectif de se suicider. Il vient de perdre au jeu, il sort malheureux d'un amour, et il rentre dans une boutique et il découvre cette peau de chagrin, d'ailleurs à travers un conte arabe. Et le vendeur lui dit, celui qui a cette peau, ses désirs seront exaucés, et plus ses désirs seront exaucés, et plus sa longévité en termes de vie sera réduite. Et donc, toute la question chez, je dirais, chez Balzac, c'est entre le désir et la longévité. Et là, je voulais reprendre Balzac pour cette question, mais en même temps pour montrer que chez la mère, ça fonctionne de manière inverse. C'est-à-dire qu'en fait, et on le voit aussi dans le livre, c'est-à-dire que il y a ce paradoxe chez le narrateur, parce que d'un côté, il allait se suicider et ça prolonge sa vie, parce que non, sinon, il serait suicidé, s'il n'avait pas découvert cela. Et cette mère qui finalement développe une puissance de vie au fur et à mesure, je dirais, de ce livre. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il se termine, parfois, quand on lit un bon livre, on n'a pas envie qu'il se termine, ben, elle le reprend. Et donc, et à chaque fois, elle rentre avec son fils dans un débat. Alors, elle, à partir de la culture orale, et lui, à partir, je dirais, de sa fonction de professeur de littérature. Rachid Benzine, parlez-nous de chansons populaires et de Sacha Distel. Dans votre roman, on retrouve justement les chansons de Sacha Distel, et vous avez minutieusement choisi leurs titres. Ça donne un récit à la fois touchant mais toujours optimiste, notamment cette scène lorsque la mère, qui a été femme toute sa vie, rejoint l'artiste sur scène pour chanter avec lui comme une sorte de rêve. Pourquoi vous avez choisi ce fil de chansons à travers cet ouvrage? Parce que je pense que les chansons disent quelque chose de profondément juste sur notre société. Si on regarde les grandes chansons populaires, que ce soit au Maroc, ce qu'on appelle shabi, ou ici la chanson populaire, elles ont accompagné ou elles nous ont accompagnés, et chacun, à un moment dans notre vie, on est capable de dire quelle chanson a fini par nous parler, quelle chanson a fini par entrer en résonance avec cela. Et effectivement, il y a Sacha Distel, cette maman qui est amoureuse en secret de Sacha Distel, puisque chaque samedi soir, elle chantait devant les émissions de variété. Donc, en fait, elle s'est appropriée la société française à travers le divertissement, à travers la chanson populaire, à travers, je dirais, tous ces chanteurs que les Français aimaient. Donc, elle est profondément, je dirais, enracinée. Et il y a cette chanson qu'elle adore qui s'appelle La vieille dame. La vieille dame, et quand elle est triste, son fils à son chevet lui, je dirais, commence à chanter cette chanson qui s'appelle La vieille dame, et d'un seul coup, les yeux de la maman deviennent des yeux brillants. Il y a quelque chose qui s'éveille. Et cette chanson qui s'appelle La vieille dame dit, quand on est vieux, on a besoin de ses enfants pour finir le chemin. Et je crois que c'est-à-dire les enfants comme bâtons de vieillesse, et que les enfants doivent accompagner leurs parents sur cette dernière tranche de vie, comme eux, comme ses parents ont porté, je dirais, leurs enfants. Et pour moi, ça dit quelque chose de très profond sur l'être humain. Ça dit que l'être humain n'existe que parce qu'il y a des liens et qu'on ne peut pas s'émanciper. Pour moi, l'émancipation ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attache, il ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien. Et la question, c'est comment on peut s'émanciper tout en conservant des liens
et des liens qui sont toujours à retravailler, à redéfinir, à réenrichir. C'est-à-dire que la relation n'est jamais définitive. L'être humain n'est jamais défini par ce qu'il fait ou par ce qu'il dit, et que dans l'existence, il y a de l'ordre de l'imprévisible et qu'il faut être attentif à ce qui se crée. On va revenir sur ce lien entre la mère et l'enfant et les enfants. D'abord, finalement, c'est donc une maman qui n'a pas eu la chance d'accéder à une éducation, mais qui s'entoure d'artistes et qui fait son éducation. L'illettrisme, Rachid Benzine, c'est un phénomène d'une ampleur méconnue, hein, qui demeure très largement une réalité encore scandaleuse aujourd'hui. Il symbolise également cette carence, hein, du système de l'éducation, mais aussi cette fracture sociale intergénérationnelle qui se crée. Quel message vous auriez à faire passer à ces personnes qui sont dans le même cas? C'est un phénomène qu'on appelle le transfuge de classe sociale. C'est-à-dire que lorsque vos parents sont ouvriers et que vous accédez à des postes assez importants, vous devenez cadre, souvent il y a une rupture avec la culture d'origine. Et en même temps, il y a une injonction paradoxale, c'est-à-dire que vous avez à la fois vos parents qui vous disent bah, je veux que tu réussisses, je veux que tu ailles à l'école, et en même temps, ils veulent que vous soyez très très proche de ce qu'ils vous ont donné. Or, je dirais l'école, quand vous l'intégrez, non seulement elle vous éloigne de vos parents, c'est-à-dire que vous, dès que vous rentrez au niveau de l'école, vous trahissez déjà vos parents, parce que vous allez accéder à un monde qui n'est pas le vôtre. Et donc le fait de grandir dans une culture, dans un langage que vos parents ne maîtrisent pas, il y a quelque chose qui se crée et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas partager ce que vous êtes devenu. C'est-à-dire qu'à un moment, les parents ne peuvent pas vous rejoindre là où vous êtes, parce que vous êtes dans un nouveau monde, etc. Et je dirais la chance de cette femme, de cette vieille dame dans Ainsi parlait ma mère, c'est qu'elle a cette idée de rejoindre son fils là où il est, c'est-à-dire elle le rejoint sur le terrain de la littérature. Et elle lui fait ce cadeau-là, alors que lui, il est incapable, je dirais, de la rejoindre là où elle est. Et donc, qu'est-ce qu'il reste quand on a fait des études, quand on a des parents qui sont analphabètes et que vous ne pouvez pas partager des discussions intellectuelles avec eux, ben il reste le ressenti, il reste le lien, il reste l'affect. Et donc, ben vous pouvez être déchiré ou vous pouvez simplement dire, ben voilà, avec les miens, ils sont restés là où ils sont, ben il me reste l'essentiel, il me reste, je dirais, l'affect. Et je dirais, abandonner cette idée que vous pouvez avoir, je dirais, ces discussions intellectuelles et parler de là où vous êtes. Mais ça fait partie je dirais, de l'existence humaine et beaucoup de gens ont connu cela, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Et la question, c'est comment vivre avec ça. Bah, je crois que par le ressenti, par l'affect, par le fait d'être simplement là et d'écouter, ça permet de réparer beaucoup de choses. Ilham Benis a une question pour vous, Rachid Benzine. Alors, on a un problème sonore, on n'entend pas. On va essayer de la reprendre dans quelques instants. Peut-être d'abord sur le lien entre la mère et justement les enfants. Quelle lecture vous faites, vous, du traitement justement de l'attention accordée à nos mamans et finalement aux personnes âgées dans nos sociétés aujourd'hui? Vous savez qu'il y a deux traitements différents quasiment. Le traitement entre guillemets occidental et puis le traitement musulman, marocain. Entre la France et le Maroc, c'est deux histoires entre la mère et l'enfant qui sont totalement différentes vers la fin de vie. Absolument. Ici, il y a des EHPAD pour les parents de fin de vie. Et en même temps, on a aujourd'hui un mouvement qui est là. Donc, je ne sais pas quelle sera l'ampleur dans les prochaines années, qui montre que aussi un certain nombre de Maghrébins finissent aussi dans des EHPAD. C'est-à-dire que la condition de vie moderne fait que les parents ne peuvent pas rester, je dirais, dans leur appartement, je dirais, d'origine quand ils sont venus en France. Et il s'agit de réfléchir ensemble le meilleur moyen de pouvoir, je dirais, les accompagner. Et que la question de la culture, la question, je dirais, des mentalités doit absolument être prise en compte et qu'il ne s'agit pas d'uniformiser un modèle de l'EHPAD que nous voyons, qui est parfois une espèce de mouroir, c'est-à-dire
Il y a plein de gens qui, une fois qu'ils sont là-dedans, ils se laissent complètement mourir parce que pour eux, c'est la dernière vie. Et comment accompagner aussi les enfants sans qu'il y ait aussi ce sentiment de culpabilité? C'est une question qui est assez difficile. J'ai pas d'avis tranché là-dessus. Je dis simplement que on a le devoir de créer le meilleur lien possible pour pouvoir, je dirais, les accompagner. Et une troisième voie est possible selon vous? Je ne sais pas s'il y a des troisièmes voies, mais il y a des choses qui s'inventent. Moi, je pense qu'il faut être sensible à ne pas catégoriser je dirais la réalité du monde ou la grammaire du monde entre deux voies ou la troisième voie. Il y a des choses qui se fabriquent au quotidien, il y a des choses qui s'expérimentent au quotidien et qui sont à la fois intéressantes, mais qui ont aussi, me semble-t-il, des limites. Mais c'est une question qui ne doit pas être taboue et que nous devons être capables d'aborder, je dirais, avec les parents, à la fois sur où est-ce qu'ils ont envie d'être enterrés. C'est une question qu'il faut poser aux parents. Il ne faut pas avoir peur je dirais, de parler de la mort. Et c'est un élément qui est important. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui souhaitent être enterrés dans les pays d'origine. Et en même temps, je dirais que pour moi, la question de l'enterrement devrait relever d'abord de la responsabilité des enfants et de voir où est-ce que eux ils ont envie que leurs parents soient, parce que c'est eux finalement qui restent. Sinon, on a toujours cette impression. Les parents ont souvent l'impression d'avoir trahi les leurs quand ils les ont quittés, par exemple, du Maroc, quand ils ont quitté un village et que des éléments de la famille ne pouvaient pas venir. Donc, ils ont l'impression d'avoir trahi les leurs. Mais il y a aussi un sentiment chez les enfants que les parents les trahissent quand ils décident d'aller se faire enterrer dans les pays d'origine, puisque, et c'est là où il faut travailler sur le lien entre ces nouvelles générations qui naissent dans les pays d'accueil, qui sont pleinement français, pleinement marocains, et le lien avec le pays d'origine. Mais pour moi, ça doit rester vraiment une question ouverte et au cas par cas. Idem Bénis, vous avez une question pour Rachid Benzine. Ben, c'est un tout autre sujet. Je voulais juste parler du Covid et du confinement. Comment vous l'avez d'abord vécu? Parce que vous avez aussi publié sur votre page Facebook un journal, une fiction. Vous avez écrit Je suis quand même pas parano, où vous abordez comment l'homme a vécu cette période. Et une période où, on va dire, les masques sont tombés. C'était une période pour beaucoup je dirais, de gens assez difficile. Et surtout pour la classe populaire lorsqu'elle se retrouve dans un quartier, dans des appartements assez petits. Et donc, il y a eu beaucoup de violence, je dirais, face à ce phénomène-là. Moi, de mon côté, ça faisait très longtemps que je souhaitais un peu baisser la vitesse de circulation dans laquelle j'étais et ça m'a obligé, j'ai été obligé je dirais, de m'arrêter, de m'organiser autrement. Ça m'a fait énormément bien, de telle sorte que maintenant, reprendre un train, j'hésite beaucoup pour aller même faire des réunions à Paris, alors que c'est à 40 km, vous voyez. Et je crois qu'il y a quelque chose qui s'est opéré, mais dont on ne mesure pas les effets encore. Et je crois qu'il faut être capable, je dirais, d'attendre et de ne pas trop se précipiter pour essayer je dirais, de définir. Durant cette période de Covid, comme toute crise, elle révèle des choses qui étaient déjà là et que parfois nous refusons de voir. Et donc, ça nous permet je dirais, de penser un peu le monde autrement, de faire ce pas de côté et qui vous oblige je dirais, à réfléchir non seulement à ce que pourrait être ce monde de demain, comment on l'invente, comment on se remet à vivre, mais aussi autrement. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce sera le même monde, mais en pire? Je ne sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Et pour moi, une des manières donc il y avait le travail qu'on avait sur la Commission nationale du développement, puis à côté, ben, il y avait quelques séminaires, et je me suis dit bon, comment aborder cette question? Ben, on sort du tragique par le comique. Parce que pour moi, on était dans une situation tragique. Et donc, face au tragique, dans l'existence, il y a du tragique et du comique. Là, on était dans le tragique, donc je voulais aborder quelque chose qui est comique et j'ai inventé
sur Facebook chaque jour un homme qui n'aime pas les gens. Et d'un seul coup, qui est consigné à résidence chez lui et qui va découvrir ses voisins. Et qui a un chat qui s'appelle Félix, qui va avoir de plus en plus un rôle qui est important. Et je pense que l'humour nous permet justement de relativiser aussi nos problématiques et permet de voir le monde un peu autrement. Donc, il découvre ses voisins et petit à petit, il y a une part d'humanité qui s'ouvre de plus en plus chez lui, alors que d'habitude, il déteste les humains. Et justement, c'est la question que j'allais vous poser, c'est quelles leçons vous tirez de cette crise Covid? Mais en dehors de ça, alors c'est vrai qu'il y a ce rendez-vous ponctuel auquel vous nous avez habitués pendant ce confinement. Est-ce que vous pensez peut-être sortir quelque chose à l'avenir sur ce travail, cette relation qui s'est peut-être renouée entre des voisins, entre des membres de la famille grâce à cette crise sanitaire inédite? Je ne sais pas si je sortirai quelque chose, parce que parfois, il y a juste besoin de... je pense que tous les textes écrits n'ont pas besoin d'être publiés en forme de livre. Et il faut qu'on peut trouver d'autres formes pour euh, partager avec des lecteurs une manière de penser. Il y a un petit texte que j'avais écrit juste après Lettre à Nour qui s'appelle Voyage au bout de l'enfance, qui est l'histoire d'un gamin qui s'appelle Fabien, qui a 11 ans et qui se retrouve dans un camp avec sa mère. C'est la fin de Daesh et ce Fabien adore la littérature, adore la poésie et il nous raconte 4 ans passés en Syrie. Et donc, au lieu de le sortir, on a fait simplement un audio qu'on a voulu partager. Et je crois que ce qui est intéressant avec, en tout cas pour moi, c'est de partager des questions. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus travaillé, même si j'ai un texte qui va sortir en littérature sur les printemps arabes, qui s'intitule Dans les yeux du ciel à partir du 20 août, qui sera le second roman. Je suis plutôt préoccupé sur la question de la politique de la reconnaissance parce que l'être humain cherche absolument cette reconnaissance et cette idée de la justice. En France, par exemple, les Gilets jaunes, c'est une question de reconnaissance. Ce qui s'est passé avec Adama Traoré, le racisme, c'est un besoin aussi de reconnaissance que il y a du racisme parfois, je dirais, chez certains policiers, mais que parfois même l'institution de la police française, de par son histoire, avec la guerre d'Algérie, il y a un héritage qui est là sur lequel nous devons absolument travailler et nous devons assumer tout l'héritage, qu'il soit bon ou, je dirais, ou mauvais. Donc, c'est plutôt la question du parcours de la reconnaissance ou la question de la reconnaissance. Comment faire que les êtres individus soient reconnus, comment faire en sorte que les groupes soient reconnus. Et je trouve qu'il y a un combat pour la reconnaissance. On l'a vu au Maroc à travers un certain nombre d'événements. On le voit au quotidien. Ce que cherchent les gens, c'est d'abord à être reconnus en tant qu'individu, en tant que dignité. Et je crois que la question de l'humiliation, elle est importante dans Lettre à Nour, dans l'échange épistolaire que la fille avait avec son père. Elle lui dit à un moment pourquoi elle s'est engagée auprès d'Irak, en Irak avec Daesh. Elle a fait des études, c'est une étudiante brillante de philosophie, comme j'en ai rencontré. J'ai rencontré des étudiants brillants en prison qui avaient rejoint Daesh. Et elle lui dit à un moment que les pères de notre État sont nés de la torture et des humiliations subies dans les prisons américaines en Irak. On peut réparer une injustice, mais on ne guérit pas d'une humiliation. Et que les humiliations au quotidien préparent les violences de demain. Et que la question de l'humiliation a à voir avec la question de la reconnaissance, de la dignité et de la justice. Donc la question, c'est comment une société démocratique peut mettre en place des structures qui vont augmenter la capacitation des sujets, qui vont augmenter leur volonté, je dirais, de trouver parfois eux-mêmes, je dirais, les solutions et comment ils peuvent être reconnus. Sinon, vous avez un développement du ressentiment vis-à-vis des institutions. Et on le voit au niveau de la société française. C'est-à-dire que aujourd'hui, les démocraties sont en crise et elles sont en danger parce qu'il n'y a pas suffisamment la vitalité des sujets. C'est-à-dire qu'une société, un état de droit, pour qu'il puisse vivre, a besoin que les sujets soient partie prenante du projet, je dirais, de la société ou le projet
étatique. Donc, il faut qu'il puisse participer, il faut qu'il puisse co-construire. Et à chaque fois qu'un individu se retire de la société, qu'il ne croit plus dans la société, en vérité, il y a quelque chose de profondément, quelque chose qui est en crise, qui est même l'état de droit. Et je crois que toutes les sociétés ont intérêt à avoir une société forte, une société avec des contre-pouvoirs forts, parce que parfois, en termes le pouvoir a besoin de contre-pouvoirs, parce que le pouvoir peut, je dirais, dériver, et que développer la liberté, des libertés au service de la capacitation des individus, ça me semble important, et les citoyens ont des solutions à proposer. Et donc la question, c'est comment on va développer cette intelligence collective, comment on va faire cette co-construction avec les gens. Et ça, c'est un changement de paradigme. On n'est plus dans quelque chose qui relève de la verticalité, mais ça nécessite de faire confiance, je dirais, aux citoyens. Ça nécessite de, vous savez, le grand problème de tous les politiques, hein, depuis très très longtemps, Paul Ricoeur le disait déjà en 1956, le problème principal du politique, c'est la question de la liberté. Et donc, qui dit liberté dit responsabilité, qui dit responsabilité dit autonomie. Vous voyez, ce sont des libertés au service de la capacitation. Mais alors, justement, c'est vrai qu'en ce moment, on voit des statuts déboulonnés. On voit également sur des plateaux télé des intellectuels qui ne veulent pas réécrire l'histoire, d'autres qui veulent au contraire qu'on regarde l'histoire de certains États en face et qu'on la réécrive si nécessaire, s'il y a besoin. Quelle est votre lecture, justement, vous, par rapport à ce sujet-là? Moi, je pense qu'au lieu de déboulonner des statuts, il faut faire ce travail, je dirais, de contextualisation qui est absolument nécessaire. Vous savez, vous pouvez pas lire, par exemple, le Coran avec votre imaginaire, votre imagination et votre grille de lecture d'aujourd'hui. Il faut vous déplacer, faire, je dirais, ce pas de côté, et essayer de saisir les mentalités, les cultures et le système de pensée ou de représentation qu'avaient les Arabes au 7e siècle, qui n'est pas du tout celui des musulmans aujourd'hui. Donc, le problème des gens, c'est qu'ils projettent leur imaginaire et leur imagination ou leur pensée sur un texte qui, lui, fonctionne, je dirais, autrement. Donc, le travail éducatif de contextualisation est important. Mais au lieu de déboulonner des statuts, on devrait rajouter des statuts dans lesquels… On a entendu ce message-là de certains responsables politiques, notamment en France. Il le faut, c'est-à-dire que Pierre Nora, par exemple, avait travaillé sur comment la France s'est construit un imaginaire. Et il a écrit un livre qui s'appelle Les lieux de mémoire. C'est-à-dire qu'à un moment, on a dit que dans toutes les villes, les mairies devaient être les mêmes à côté d'une église. Ça crée un imaginaire commun. La question aujourd'hui, dans cette société française, c'est comment, avec ce qu'elle est devenue, comment faire en sorte que les enfants d'immigrés ou d'anciens pays colonisés puissent se reconnaître dans la République. Donc, il nous faut des lieux d'identification. Et ça, c'est normal. Paul Ricoeur appelle ça une identité narrative, c'est-à-dire que l'identité, c'est une narration. Et donc, il y a plusieurs sources et que ces enfants de l'immigration font partie de la société française. La question que l'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce si douloureux? Pour moi, c'est ça la vraie question. De quoi la société a peur? Et nous devons travailler, me semble-t-il, sur cette peur que nous voyons. Et donc, la société française ou la France a été un empire, elle ne l'est plus. Mais le travail, notamment le rapport à l'Algérie, en tout cas, on n'a pas suffisamment travaillé cette époque, je dirais, de notre histoire. Mais il faut la travailler avec des historiens. Il faut la travailler avec des historiens, il faut la travailler avec des citoyens, il faut la travailler avec des artistes. Et c'est ça, cette intelligence collective sur laquelle nous devons être capables d'avancer. Moi, je dis souvent à mes étudiants, en ce qui concerne le Coran, sur le rapport à l'histoire qui est important, je leur dis souvent que faute d'histoire, on se raconte des histoires et ça finit par faire des histoires. Et on y est aujourd'hui. Moi, j'avais été particulièrement marqué l'été dernier par l'hommage rendu par Emmanuel Macron au débarquement de Provence. Ce débarquement de Provence-là, c'est une histoire un peu méconnue, entre guillemets. En France, on rend hommage au débarquement de Normandie, mais c'est vrai que le débarquement de Provence, c'est peut-être aussi important. Il y a eu un rôle essentiel de la part des subsahariens, des Maghrébins, dans la libération de la France, qui a été négligé, qui est encore aujourd'hui négligé dans les livres d'histoire. Est-ce que, pour vous, ça peut être un élément de ce dialogue renoué
entre Français de cette réécriture juste de l'histoire? En tout cas, ce que nous voyons ces 10 dernières années dans les manuels scolaires, c'est qu'on prend de plus en plus en compte cette question-là. Et il faut la prendre encore, je dirais, davantage. Il faut toujours faire davantage par rapport à cette question de la mémoire et de l'histoire. C'est quelque chose qui n'est pas facile, mais parce que aujourd'hui, nous avons aussi des jeunes issus de l'immigration qui accèdent à des postes et qui veulent aussi réécrire cette histoire. Alors, quand je dis réécrire cette histoire, c'est-à-dire apporter de nouveaux éléments qui puissent nous donner une vue un peu plus globale ou une vue un peu plus exhaustive vis-à-vis, je dirais, de l'histoire. Mais que le principe de l'histoire, la narration, elle est inachevée, le récit est inachevé, le récit se réécrit toujours, et en plus, on écrit toujours un récit en fonction des enjeux que vous traversez. Et donc, vous allez convoquer le passé je dirais, en fonction de ce que vous vivez. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai un de mes amis qui est prêtre, qui s'appelle Christian Delorme, et lui, ça fait très très longtemps qu'il se bat pour cette reconnaissance de la mémoire, et il a mis, je dirais, à Lyon, une grande statue de l'émir Abdelkader, parce que l'émir Abdelkader fait partie, je dirais, de l'histoire française, comme le roi Mohamed Khamis fait partie aussi de l'histoire française. Et donc, il faut être capable, je dirais, de reconnaître cette pluralité de sources. Et cette pluralité de sources ne peut qu'être un élément, je dirais, enrichissant. Et on le voit bien que, en fait, l'industrie, le commerce a compris ça. Le grand problème, c'est que la société a changé, mais les institutions, elles, fonctionnent toujours selon un ancien paradigme et elles ont peur, justement, d'enclencher sur cette nouvelle réalité-là. Mais en même temps, il faut avoir le courage de la libération, de se libérer d'un certain nombre de représentations. Alors, je voudrais qu'on parle de foi avec vous et puis également du rôle de la culture ici au Maroc. D'abord, pour rester sur la crise du Covid qu'on a abordée il y a quelques minutes, les lieux de culte ont été fermés, sont toujours fermés ici au Maroc. Je sais qu'ils ont rouvert en France. Est-ce que cette crise, selon vous, ça a été l'occasion de penser autrement notre rapport à la foi? Je le crois, je pense que toute crise, vous savez, les Chinois disent que les crises, il y a l'élément catastrophe, jugement, mais il y a aussi un autre élément de la crise qui sont des opportunités. Des opportunités pour penser justement cette idée de la foi, l'importance, je dirais, du rite, et notamment pour les musulmans, le fait d'avoir vécu ce confinement sans pouvoir se réunir au niveau de, je dirais, de la mosquée. Et Mais je sais pendant le Ramadan. voilà, mais il y a un moment où j'ai envie de dire que le masjid, ce qu'on appelle la mosquée, c'est un lieu de prosternation. En arabe, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire autre chose. C'est-à-dire que tout lieu peut devenir un lieu de prosternation. Et je pense que cela nécessite de penser notre rapport, je dirais, renouvelé à la fois. C'est-à-dire que, vous savez, les premiers croyants ont dû aussi trouver leur rapport à la foi. Vous savez, les mosquées n'étaient pas construites au début. Il n'y avait pas de grandes tours que nous avons aujourd'hui avec l'appel du muezzin, c'est-à-dire c'est lorsque l'islam historique sort et qu'il rencontre l'empire byzantin et que d'un seul coup on voit les églises et on reprend, je dirais, des éléments. Mais ça montre bien que, en fait, une foi dans ces institutions, dans ces croyances, se construit toujours en confrontation, en rapport, parfois pacifié, parfois conflictuel, avec les autres cultures. Autrement dit, nos religions sont des hybridations. Et il faut être capable, parce que l'hybridation, c'est aussi un élément, il y a le noyau fondateur en ce qui concerne l'islam. Alors, dans l'islam sunnite, c'est le Coran plus ce qu'on appelle la sunna, mais il n'empêche que toute la production théologique, exégétique, philosophique, mystique, ce sont des constructions, je dirais, après la mort du prophète de l'islam. Et c'est ça la dynamique d'une religion, c'est dans sa capacité à la fois d'avoir une tradition assez solide, mais en même temps d'être capable d'interroger cette tradition pour créer de la nouveauté. Et c'est ça qui est demandé aux croyants, c'est de se dire que s'ils pensent que le Coran est parole de Dieu, ben c'est une parole qui est vivante, et c'est une parole qui a cette capacité de dire encore, elle a encore des choses à nous dire, de nouveaux sens. C'est ça, un grand texte, c'est un texte qui est capable de produire de nouveaux sens.
Si c'est une reproduction du même sens du passé, ben, ce n'est plus du tout une parole vivante, et donc du coup, on ne respecte pas le texte en lui faisant dire toujours la même chose. Et donc, cela nécessite que les musulmans puissent s'approprier cette histoire-là, et surtout de libérer le questionnement. Libérer le questionnement. Allez-y, allez-y. Pardon? Allez-y, Ben, pardon. libérer le questionnement, c'est notamment quand vous avez des enfants, Oui. leur apprendre à poser des questions. Et en même temps de dire, parfois on ne sait pas. Et je crois que c'est ce qui va aider, je dirais, les gamins, parce que euh, quand un gamin dit Dieu, par exemple, quelle représentation il a? Et quand nous disons Dieu, quelle représentation nous avons? Parce que à chaque fois que nous disons Dieu, nous avons des représentations qui sont liées à notre vécu, à notre langage, à un texte, à une langue située historiquement, à une culture située historiquement. C'est ce qu'on appelle l'historicité. Or, il ne faudrait pas prendre la représentation que nous avons de Dieu pour la vérité de Dieu. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quand on pense que le mot est la chose. Et ça, il faut être capable de travailler sur les croyances, sur les systèmes de croyances, comment ils se sont élaborés historiquement, comment ce qui est considéré comme une vérité advient historiquement. Donc, on fait une archéologie même de cette vérité et travailler avec les gens sur la question, au lieu de travailler sur la question de la vérité, travailler sur la question du sens. Quand vous lisez un texte, en quoi il fait sens pour vous? Et accepter que pour d'autres, le sens puisse, je dirais, se dérouler autrement. Et que le sens est toujours inachevé, il est toujours à reprendre, il est toujours provisoire. On traverse une crise inédite, on l'a dit, on traverse également des moments assez particuliers avec donc un profond désir de dignité, de reconnaissance, d'égalité. La foi, elle peut jouer un rôle selon vous, et quel rôle? Est-ce qu'elle doit s'adapter? Est-ce qu'elle doit parler autrement plus que jamais? Ben, si vous regardez historiquement la manière dont l'islam est apparu, puis dont on a parlé, on a toujours parlé en fonction des critères de l'époque. C'est-à-dire que même si vous prenez la théologie, ce qu'on appelle ilm al-kalam en arabe, l'idée du statut de la parole de Dieu, est-ce que le Coran est incréé ou créé? C'était pas des questions que l'on se posait au temps du prophète de l'islam. Ce sont des questions qu'on va se poser une fois que l'islam a émigré de sa terre d'origine et qu'il va se retrouver en Irak, à Bagdad, avec des chrétiens qui, eux, ont déjà pensé le rapport je dirais, de la parole de Dieu, voyez, et ensuite, on va dire, est-ce que Jésus est consubstantiel à Dieu ou est-ce qu'il est créé dans l'histoire? Et il y a un lien très fort dans la tradition entre la Vierge Marie et le fait que le prophète soit analphabète. Vous voyez, donc il y a des parallèles qu'il faut absolument, me semble-t-il, retrouver. Et qu'une foi, la foi, c'est d'abord un sentiment. Vous voyez, donc c'est un sentiment, c'est comme l'amour, c'est un sentiment. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas. C'est pas quelque chose qui peut s'imposer. Par contre, ce que je pense, c'est que le langage de la foi, lui, il évolue. On peut raconter cela, je dirais, autrement. Pourquoi? Parce que à partir du moment où la foi, c'est ce sentiment ou cette relation interpersonnelle avec la divinité, ben vous allez les dire avec les mots que vous avez, avec les mots, je dirais, de l'époque. Il ne faudrait pas que l'enveloppe avec laquelle vous dites soit une enveloppe qui emprisonne votre créativité et votre manière de dire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que on n'aura jamais fini de dire Dieu autrement. On n'aura jamais fini de dire la foi autrement. Et c'est ça, me semble-t-il, qu'il faut pouvoir accepter et accepter aussi qu'il y ait de l'incertitude. Qu'il y ait de l'incertitude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de foi sans le doute. Il n'y a pas de foi sans interrogation. Il n'y a pas de foi sans questionnement. Parce que sinon, ça devient une espèce d'idéologie. Rachid Benzeine, vous êtes membre également de la commission sur le nouveau modèle de développement. Alors, je ne vais pas vous demander les dessous de la commission, bien évidemment, mais quel rôle, selon vous, la culture doit occuper dans le Maroc de demain? Je sais que vous penchez énormément, notamment sur ce sujet, j'imagine. Et peut-être pour donner une idée à nos téléspectateurs ce soir,
combien de temps ça mobilise finalement un travail pour une commission sur le nouveau modèle de développement? Vous travaillez combien de temps? 5 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures par semaine? En tout cas, pendant le confinement, moi, ça me demandait souvent plus de 20 heures de travail. Ah oui. C'est de mon côté. Les autres membres, parfois beaucoup plus, et l'équipe autour du président, encore beaucoup plus. C'est-à-dire que chacun s'attelle à cette tâche qui est véritablement immense. Nous ne sommes pas les premiers à travailler sur ce rapport. Il y a d'autres institutions qui ont travaillé sur des rapports. J'espère simplement que nous serons à la hauteur, je dirais, des attentes parce que le défi est énorme, mais ce défi ne peut être relevé que s'il y a d'abord une co-construction. Et je crois que l'une des bases qui a été très vite dit par le président, qui a été acceptée par tout le monde, c'est l'idée de mettre le citoyen au centre de ce nouveau modèle de développement. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que cela veut dire mettre le citoyen au centre de ce nouveau modèle de développement? Et donc, il y a, je dirais, au sein de la commission, différentes perspectives, différentes propositions. Et que le premier travail, c'est de développer dans cette commission cette intelligence collective. Travailler à 35, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Travailler en groupe, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et donc, ce que nous voulons en termes de co-construction pour le Maroc, nous essayons d'abord déjà à l'intérieur de la commission, je dirais, de le faire. C'est quelque chose qui peut parfois être assez difficile, mais en même temps, c'est ce travail-là qui nous est demandé. En tout cas, la question, c'est comment tracer ce chemin. Pour la culture, comment vous imaginez la culture au Maroc, la transmission de la culture au Maroc à l'avenir? Ben, On parlait des lieux de culte, justement, c'est vrai qu'on a beaucoup de mosquées, pas beaucoup de bibliothèques. Est-ce que peut-être il y a un rôle à jouer entre les deux, entre ces deux univers? je trouve qu'il y a d'abord un rôle de la société civile qui doit être très important et qui doit pousser les institutions à être au service justement de cette société civile. Lorsque vous prenez la créativité marocaine d'un point de vue artistique, elle est assez énorme. Simplement, j'ai l'impression que le Maroc ne sait pas finalement vendre ce mode de vie à la marocaine. Ce mode de vie à la marocaine, c'est un soft power. Donc la question, c'est comment travailler pour que cette culture-là puisse créer du lien et en même temps pouvoir s'exporter parce que le Maroc, d'un point de vue culturel, a quelque chose à dire au monde. C'est une ambition qui est énorme, mais je pense qu'elle est absolument possible. Mais pour cela, encore une fois, je dis, ça se travaille véritablement avec le citoyen, mais ça se travaille finalement dès l'enfance sur le rapport à la lecture. S'écouter davantage. En tout cas, s'écouter et surtout travailler dans un concept que j'aime beaucoup qu'on appelle NIA, faire les choses avec sincérité. Parce que quand vous faites les choses avec sincérité, vous obtenez une cohérence. Et je crois que lorsqu'on fait les choses avec ce sentiment-là, il y a la possibilité de créer un espace de sécurité dans lequel les gens peuvent se dire en toute liberté. Et c'est ça qu'on doit pouvoir créer, parce que si les gens ne se sentent pas en confiance, ils ne pourront jamais dire ce qu'ils pensent. Et donc, nous risquons de passer complètement à côté, je dirais, de cela. Et nous devons trouver du sens, c'est-à-dire que les citoyens doivent trouver du sens à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, et les institutions doivent aussi faire confiance aux citoyens. Et ça, je dirais, c'est le grand pari qui doit être fait. C'est-à-dire que Paul Ricoeur, dans Soi-même comme un autre, il appelle ça la visée éthique. Il dit que c'est une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. C'est-à-dire comment développer l'estime de soi, l'estime de l'autre et l'estime des institutions. Parce qu'il n'y a pas de société sans la pérennité des institutions. Les gens qui pensent qu'on peut se passer complètement des institutions, on le voit bien, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, on voit bien comment ça se termine. À un moment, il y a besoin d'une institution pour pouvoir porter des valeurs, pour pouvoir porter, je dirais, des combats. Mais à nous de faire en sorte que les institutions prennent au sérieux, je dirais, les citoyens, et comment les citoyens, en retour, doivent, je dirais, préserver les institutions, doivent avoir le souci des institutions.
pas simplement le souci de leur propre réalisation en termes de désir, mais de dire que si nous voulons vivre ensemble, je dois non seulement avoir le souci de l'autre, donc la question de la reconnaissance, mais je dois aussi avoir le souci des institutions. Et que la critique des institutions, qui est absolument nécessaire, ne doit pas empêcher l'adhésion ou la participation. Et plus il y a d'adhésion, et plus il peut y avoir de critiques. Mais le problème, c'est que si on en reste simplement sur le critique ou le dénigrement, on ne trace pas, je dirais, de chemin ensemble. Donc, il y a la nécessité de mettre en place, non pas des consensus, parfois qui ne nous font pas beaucoup avancer, mais plutôt des dissensus. Et donc, il faut dire, ben voilà, sur ces éléments-là, on n'est pas d'accord et on se met d'accord qu'on n'est pas d'accord sur ça. C'est déjà, je dirais, une avancée. Mais rien ne pourra être entamé s'il n'y a pas un capital de confiance. Et on le voit bien même en France. Lorsque les citoyens n'ont plus confiance dans le politique, dans les institutions, ben, ça donne les crises que nous connaissons, je dirais, actuellement. Plus la montée du populisme qui pense apporter des solutions simples à des problèmes qui sont complexes. Mais cela nécessite notamment d'intégrer la notion de complexité dans nos existences. Les choses ne sont pas simples. Les choses ne sont pas simplement compliquées, parce que quand elles sont compliquées, vous avez une solution. Mais parfois, les choses sont complexes. Et donc, la solution, vous ne l'avez pas. La solution, elle se co-construit, elle émerge dans la co-construction. Et vous n'avez pas quelque chose qui est préétabli. Donc, ça nécessite de mettre un peu de côté vos préjugés et de se dire, bah, je ne sais pas. Et puis, il y a quelque chose qui vient de nous arriver à tous, qui est l'aspect chaotique. D'un seul coup, ce Covid nous met devant un chaos et personne ne sait quoi faire. Et je crois qu'il faut problématiser et aider les gens à leur dire, écoutez, on est rentré dans un monde qui est de plus en plus complexe, de plus en plus chaotique, où il va falloir développer une tolérance à l'incertitude. Et on voit bien que les gens sont de plus en plus intolérants à l'incertitude, à cette idée même de la nécessité de prendre des risques. Eh ben, la liberté, c'est un risque. Ben, il faut la prendre parce que c'est ce qui réussit de mieux dans l'histoire. Mais en même temps, quand je dis liberté, je dis responsabilité. C'est pas simplement un mot qui est isolé. La liberté, ça ne veut pas dire de la légèreté. Vous voyez, la liberté, c'est quelque chose, c'est un concept qui est quand même assez important. Mais c'est comme lorsque vous avez des enfants. Si vous ne faites pas confiance dans leur capacité de liberté, ils ne pourront pas grandir. Bien entendu. Rachid Benzine, merci beaucoup. On aurait pu, et j'aurais bien voulu encore discuter avec vous 2 longues heures, même 3 longues heures jusqu'à minuit. Merci beaucoup. Je rappelle votre ouvrage, Ainsi parlait ma mère, qui est sorti en janvier, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Hélène Bénis pour la conclusion et puis à très bientôt. Un grand merci pour cet entretien riche. En tout cas, j'espère que ce café littéraire vous aura permis de voyager avec nous le temps d'un instant. Nous réitérons bien sûr nos remerciements à notre grand auteur et ami Rachid Benzine pour son temps, son implication et surtout la qualité de son intervention. 1000 fois merci pour ce roman touchant de par sa pudeur à la fois et sa justesse, qui reste malgré tout un vrai hymne à l'amour et à la vie. Merci Rachid Benzine, merci chers auditeurs. Donc je vous donne rendez-vous pour un autre café littéraire donc le mois prochain et on dit merci à Rachid. 1000 fois merci. Merci infiniment. À bientôt. À bientôt.